Bonjour Clément Sénéchal, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview sur Actu Echo. Je vous propose pour commencer de vous présenter. Alors merci pour l'invitation, c'est avec plaisir que j'y réponds. Donc je suis auteur d'un essai qui a fait un peu parler de lui, qui a nourri un peu la controverse écologique ces dernières années, qui s'appelle Pourquoi l'écologie perd toujours, dans laquelle je critique les impasses de ce que j'appelle l'écologie bourgeoise, l'écologie du spectacle, qui est cultivée par les grands appareils de l'écologie légitime, donc à la fois les partis des Verts et à la fois les grandes ONG. Et moi j'ai participé à cette activité-là, puisque j'ai été porte-parole pendant de nombreuses années à Greenpeace France. Ouais, justement, vous parlez d'une écologie qui est bourgeoise, en tout cas dominée par une classe bourgeoise depuis des dizaines d'années, que ce soit culturellement, socialement et économiquement. Pourquoi, pour vous, on peut vraiment parler d'un biais de classe dans les politiques écologiques qui sont menées actuellement en France ? Déjà parce que les acteurs dominants de l'écologie appartiennent en quelque sorte à la classe dirigeante. C'est-à-dire que quand vous arrivez à diriger une grande ONG, vous avez des capitaux symboliques, relationnels, économiques extrêmement élevés qui vous détachent en quelque sorte du commun des mortels et qui vous amènent à défendre des intérêts particuliers qui sont des intérêts de classe. Et les ONG, ce sont des grandes bureaucraties lucratives aujourd'hui qui permettent à des gens de faire carrière et qui sélectionnent en général des profils qui appartiennent à ce qu'on appelle les CSP+. C'est une première chose. Donc il y a déjà des intérêts de classe. Si on regarde par exemple le recrutement, le dernier recrutement important chez Greenpeace France, c'est quelqu'un qui vient du service d'information du gouvernement et de Publicis. Donc on va chercher comme ça des profils qui font l'intermédiaire entre le monde des affaires publiques et le secteur privé. Ensuite, on a une culture interne dans ces appareils-là qui est profondément antisyndicale, où le vocabulaire de la lutte des classes, par exemple, est complètement banni, où on fait croire qu'on est une grande famille, avec à sa tête un patron de gauche, donc on ne va pas problématiser, par exemple, la fonction employeur, et les conflits sociaux internes qui apparaissent aussi dans ce champ-là. L'écologie bourgeoise, du coup, ça définit aussi le type de public à laquelle s'adresse cette écologie. Pour les ONG, c'est ce qu'on appelle les stabilisateurs, c'est-à-dire des ménages assez aisés, qui sont déjà sensibilisés, qui détestent les excès. Donc les excès, c'est à la fois les excès, disons, du capitalisme, mais aussi les excès de l'anticapitalisme. Et donc c'est une classe supérieure qui est à l'aise dans la démocratie libérale, qui est un agent coagulant, en quelque sorte, de l'ordre établi. Et donc on va d'abord s'adresser à ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont solvables, en l'occurrence. Ils sont à la fois sensibilisés, ils sont pleins de bons sentiments, ils sont en recherche de distinction morale, ils ont l'appétit de s'exonérer en quelque sorte de leurs propres responsabilités environnementales. Et donc par procuration, ils vont s'engager en donnant de l'argent et donc en finançant les carrières de quelques happy few qui grenouillent dans le milieu environnemental. Et donc comment on sensibilise ou comment on s'adresse à ces gens-là ? En proposant déjà un certain nombre de mesures qui sont inoffensives pour l'ordre économique actuel, en tout cas qui ne permettent pas d'inverser les hiérarchies sociales. Et donc ça va être typiquement tout ce qui est certification ou label négocié avec les grandes entreprises, qui donne lieu à de la consommation premium, qui s'adresse à ce qu'on a appelé les bobos, mais en fait aux classes supérieures. Ça va être le principe pollueur-payeur, où quand on a de l'argent, on a le droit de polluer. Et donc ça donne par exemple lieu à ce qui était au centre du débat public ces dernières années, notamment à l'occasion des Gilets jaunes, qui était la taxe carbone, qui est une taxe régressive qu'on paye au même niveau, quelle que soit sa condition sociale, c'est-à-dire quel que soit son niveau de revenu. Et donc ça revient à faire payer les pots cassés du réchauffement climatique qui sont liés en fait au mode de vie et aux responsabilités, aux décisions de la classe et des élites, de la classe supérieure et des élites. On fait payer les pots cassés aux classes populaires. Ça va être toutes les techniques de compensation de carbone, par exemple, où vous donnez un peu plus cher sur votre billet d'avion et on vous promet que vous allez avoir un arbre qui est planté peut-être un jour ou l'autre dans telle situation, dans telle partie du monde. C'est un peu comme les indulgences dans l'Église catholique. Vous pouviez payer pour être exonéré de vos péchés et accéder au paradis. Ça va être aussi le technosolutionnisme décarboné, où les ONG ont fait longtemps campagne pour électrifier en fait la production énergétique.
sans se poser la question de savoir si les technologies qui en découlaient étaient accessibles aux ménages les plus populaires. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Les technologies décarbonées, le technosolutionnisme électrique, il est beaucoup plus cher que le reste des biens et des services qui sont adossés à des consommations fossiles. Et donc, en fait, il y a des classes populaires qui sont captives de consommation fossile. Ça va être l'éco-citoyenneté morale, où on va mettre au centre du jeu les éco-gestes, et donc la responsabilité individuelle des gens, sans se poser la question des contraintes sociales et économiques qui pèsent précisément sur les ménages populaires. Et donc cette écologie bourgeoise, elle vient affermir en fait une forme de domination de classe sur le plan économique, et elle va la doubler d'une violence symbolique qui est celle du mépris de classe, où on a souvent entendu dans le discours écologique, et moi je l'entends encore parce que j'ai beaucoup tourné pour aller défendre le livre, des responsables qui m'expliquent « Ouais, mais les classes populaires quand même, elles polluent, elles sont attachées à leur bagnole, on ne peut pas vraiment compter sur elles », c'est ce que prétend un théoricien, à mon sens, assez frelaté, qui s'appelle Pierre Charbonnier. Il nous explique qu'il y a une coalition climat et une coalition carbone. Et dans la coalition carbone, il y a les classes populaires qui sont addictes, en quelque sorte, aux énergies fossiles. Et que ce qu'il faut développer, c'est plutôt une coalition climat avec la petite bourgeoisie sensibilisée et les tenants du capitalisme vert, en quelque sorte. Ce qui est encore une manière d'essayer de faire échapper la controverse écologique de la lutte des classes, et donc en fait de dérégler complètement ces coordonnées et de créer de la dépossession vis-à-vis des couches populaires. Et ça crée quoi au final? Ça fait dériver des franges entières, à mon avis, des classes dites subalternes vers l'extrême droite. Bon, à gauche, dans le champ dit progressiste, il y a l'écologie. En fait, l'écologie, elle consiste à nous punir en permanence. Mais du coup, vous parlez aussi de... Ce que vous dénoncez aussi, c'est cette écologie du spectacle, c'est-à-dire vraiment le coup médiatique à un instant pour faire réagir les mœurs et les foules. Pour vous, cette écologie du spectacle et cet happening médiatique, pourquoi et comment il a empêché les véritables changements structurels économiques d'advenir? Pourquoi le fait de faire de la com sur de l'écologie, ça peut être une mauvaise chose? Alors l'écologie du spectacle, c'est en quelque sorte la pratique stratégique de l'écologie bourgeoise. Par écologie du spectacle, j'entends une écologie qui est essentiellement symbolique, qui est une écologie de surface, de mise en scène, et qui considère qu'il suffit de rendre la problématique environnementale visible pour entraîner des effets concrets, des impacts effectifs, notamment en termes de politique publique ou de changement de référentiel économique. Et donc, derrière cette écologie du spectacle, il y a le paradigme de la sensibilisation. Et donc, le paradigme de la sensibilisation, il est en fait antithétique à la nécessité de confrontation avec un certain nombre de responsables, avec une classe qui a des intérêts économiques qui sont par essence anti-écologiques. Quand on fait de la sensibilisation et qu'on refuse du coup d'être dans une confrontation réelle, dans une guerre de position, pour reprendre un vocabulaire d'Antonio Gramsci, eh ben, vous êtes amené très vite à nier les antagonismes de classe. Et quand vous commencez à nier les antagonismes de classe, vous commencez à invisibiliser en quelque sorte le mode de fonctionnement de la production. Je refais. Quand vous commencez à invisibiliser les antagonismes de classe, on arrive à nier par construction le fonctionnement du mode de production capitaliste, c'est-à-dire notre rapport social et matériel à la biosphère. Et donc on s'interdit de comprendre les racines réelles du ravage écologique et les rapports de force concrets qui le structurent. Et donc ça finit par produire une écologie qui est absolument vide et dépourvue de contenu sur le plan stratégique. Donc le paradigme de la sensibilisation, en fait, il nous fait reculer, il contribue à diffuser une espèce d'écologie d'ambiance qui est vaporisée comme ça un peu dans la société, un peu dans l'espace public, qui est récupérée par l'État, qui fait de l'incitation, donc qui rend la transition, entre guillemets, même si ce terme, à mon avis, est contre-productif, mais donc à rendre la transition parfaitement optionnelle, sans obligation ni de moyens ni de résultats. Et en fait, cette sensibilisation, elle nous fait perdre, elle rend l'écologie morcelable, négociable et surtout rentable en fait, pour des acteurs qui sont à l'origine même de la catastrophe écologique en cours.
Justement, cette idée de rentabilité, ça fait aussi écho à vos critiques sur les ONG internationales qui, selon vous, vendent leur expertise, leur label auprès des grandes entreprises. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut dire que les grandes ONG internationales qui défendent l'écologie, elles agissent un peu comme des structures de blanchiment écologique pour ces entreprises? Absolument, hein, il faut regarder les circuits de financement au niveau international. Le champ environnemental, il est dominé en fait par des fondations. Donc les fondations, elles vont réinvestir l'argent des marchés financiers dans des bureaucraties qui font du plaidoyer ou qui documentent certaines causes, notamment environnementales. Alors en France, par exemple, il y a trois schémas qui se rejoignent. Il y a des ONG qui sont financées directement par des entreprises. Par exemple, le WWF, il fait des partenariats avec des multinationales. Et donc, il vend en quelque sorte son logo pour verdir et blanchir sur le plan écologique des multinationales. Vous avez tout un écosystème de petites structures ou moyennes structures qui sont arrosées par la Fondation européenne pour le climat, qui est dirigée par Laurent Soubiana, qui a été un temps poussé par les Verts pour devenir Premier ministre, après les législatives anticipées. Bon, l'argent de cette fondation, elle vient des grandes fortunes internationales, de la finance, des marchés financiers. Et donc, elle va arroser et donc, en quelque sorte, attraper la majeure partie de l'écosystème environnemental en France, avec des règles assez spécifiques. Déjà, et notamment le fait de ne pas pouvoir prendre parti, donc de rester apolitique. Et elle va pousser certains projets par rapport à d'autres. Donc, elle va rendre rentable et dépendant une certaine écologie, et notamment une écologie qui va être en capacité de s'adresser au monde des affaires. Vous avez un autre schéma qui est celui de prendre des subventions de l'État. Sauf que les subventions de l'État, elles viennent du bureau des associations, du ministère de la transition écologique. C'est-à-dire des ministres qui sont nommés par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est l'homme lige au sein de l'exécutif des grandes fortunes françaises, dont la seule politique c'est d'augmenter le taux de rentabilité du capital en France. C'est le seul axe directeur, et d'ailleurs il y est assez bien parvenu, de la politique d'Emmanuel Macron. Donc dans ce bureau des associations du ministère, là aujourd'hui vous avez Monique Barbu, par exemple, qui est une ancienne présidente du WWF, justement. Et enfin vous avez un autre modèle de financement qui est en cours par exemple à Greenpeace, qui repose sur des donations individuelles, où il y a tout un service interne qui est réservé aux grands donateurs. Donc on fait de la collecte en fait vis-à-vis auprès des grands portefeuilles qui vont donner beaucoup d'argent et donc qui vont, moi on me demandait par exemple de faire des réunions particulières avec un pool de grands donateurs pour bien leur expliquer la campagne et pourquoi par exemple je plaidais pour une fiscalité écologique sur les grandes fortunes. C'est à l'époque où j'avais fondé cette idée en interne d'un ISF climatique, qui est ensuite qui a circulé pas mal dans l'espace public après. On l'a d'abord pensé à Greenpeace en interne, j'ai bataillé un petit peu pour l'imposer, il a fallu que je discute avec les grands donateurs spécifiquement, etc. Et ensuite ça a été propulsé dans l'espace public et d'autres acteurs s'en sont emparés. Mais du coup, voilà. Et du coup, nécessairement, ça agit sur le vocabulaire qui va être utilisé par l'association, sur les campagnes qui vont être priorisées, sur la manière dont on appréhende le capitalisme et la lutte des classes, sur la façon dont on se comporte vis-à-vis du pouvoir politique et du pouvoir économique. Et la finalité de tout ça étant bien évidemment de gagner de l'argent, parce qu'on a des structures qui ont été prises par la fièvre du gigantisme, pour reprendre un concept d'Ellul et de Gortz. Moi, je suis arrivé, par exemple, à Greenpeace, on était une cinquantaine. Aujourd'hui, ils sont à peu près 150, je crois, salariés. Donc, c'est une masse salariale qui a explosé. Et donc, c'est des salaires, avec des gros salaires à la tête. Et donc, tout ça, il faut que l'écologie, nécessairement, qu'il y ait un retour sur investissement des campagnes. Et c'est là où on a une écologie du spectacle, en fait, qui est très prégnante à Greenpeace, qui est en fait devenue une grande agence de communication. On va faire des actions qui sont éphémères, ce que moi j'appelle du banderolisme. On va aller poser une grosse banderole en montrant qu'on a un peu un concours de kékette. C'est voir qui a la plus grosse banderole et qui peut la mettre la plus haut possible. Et nous, on a nos activistes professionnels. Et en fait, ça dure quelques minutes ou quelques heures. C'est surtout le temps de prendre une photo. C'est-à-dire qu'il y a le service CREA qui
qui très en amont, on fait des simulations pour savoir si on met la photo là ou là pour les journalistes, les photographes, c'est bien, c'est mieux ou pas bien. Puis il y a toute une infrastructure du spectacle qui enrobe ces actions avec des photographes professionnels, des vidéastes professionnels, il y a des services professionnalisés aussi en interne dans la structure. Le but étant quoi? De produire des images, si possible pour la presse, mais aussi pour les adhérents en interne, leur faire des emails, et en fait leur donner l'illusion que Greenpeace est au taquet et au front et sur le terrain et prend en charge de manière conséquente la problématique environnementale, ce qui est parfaitement faux puisque Greenpeace ne propose jamais le moindre débouché politique concret en fait. Il y a aussi quelque chose que ces grandes ONG et aussi le discours écologique dominant met en avant, c'est les éco-gestes individuels, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde devrait agir à son échelle pour l'écologie, et ça sous-entend que tous les citoyens français, d'une certaine manière, auraient la même responsabilité vis-à-vis de la catastrophe climatique. Est-ce que vous pensez que c'est une réalité, qu'on est tous au même point de responsabilité au regard de cette catastrophe? Tous les citoyens français n'ont pas la même responsabilité dans le ravage écologique. On n'a pas tous la même empreinte carbone, ça dépend évidemment du niveau de vie. Et on n'a pas les mêmes leviers de pouvoir entre les mains d'autre part. Donc ça, c'est une illusion parfaite qui est entretenue par la morale dépolitisante des éco-gestes, qui est le tour de passe-passe pour la classe dominante et pour les industries notamment fossiles, pour s'exonérer eux-mêmes de leurs propres responsabilités et surtout laisser croire qu'il n'y a pas besoin de changements structurels dans les politiques publiques, dans l'ordre économique, pour venir à bout du réchauffement climatique. Les éco-gestes, l'empreinte carbone individuelle, par exemple, que vous retrouvez dans à peu près toutes les pages, sur les pages web d'à peu près toutes les ONG environnementales françaises professionnelles, ça a été inventé par la British Petroleum dans les années 2000 parce qu'ils voulaient renvoyer la patate chaude en fait aux citoyens individuels et impuissants. Le problème des éco-gestes, c'est que c'est pas un... Parce qu'on nous le vend souvent comme ça, moi on m'a dit mais oui, mais c'est une manière d'engager les gens à premier niveau et tout. Non, en fait maintenant il y a des études en sciences cognitives qui montrent que si on commence à cadrer, à partir du moment où on cadre la problématique environnementale à partir d'un prisme individuel, on n'arrive plus derrière à la cadrer à partir d'un prisme structurel et collectif. Alors, si vous engagez dans la lutte environnementale par les éco-gestes, en faisant bien attention d'écologiser l'ensemble de votre mode de vie, déjà c'est pas accessible à tout le monde, d'une part, et d'autre part, vous allez vous détourner petit à petit de la mobilisation politique nécessaire pour appréhender le réchauffement climatique. En gros, ça va en quelque sorte vampiriser l'ensemble de votre charge mentale, de votre temps disponible, de votre énergie pour des résultats qui sont évidemment infinitésimaux. Et donc ça va dépolitiser en fait le spectre des individus qui sont sensibilisés à la question climatique et écologique. Mais est-ce que du coup cette culpabilisation individuelle, elle a un lien avec l'échec politique de l'écologie? Est-ce que c'est parce qu'on fait reposer sur l'ensemble des ménages, sur l'ensemble des Français, des conditions de réussite écologique, qu'on n'arrive pas à faire de l'écologie institutionnelle qui soit vraiment transformatrice? Bien sûr, d'une part parce qu'il y a un problème d'acceptabilité sociale. Là, on doit faire des efforts de sobriété générale, c'est-à-dire qu'on doit réduire notre empreinte matérielle globale. Le problème, c'est que si on demande ces efforts à tout le monde, les gens qui sont les ménages modestes, pour eux, sobriété, ça veut dire précarité. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut commencer par la classe dominante, les élites privilégiées sur le plan matériel, économique. Et c'est là qu'on doit commencer à réduire l'empreinte matérielle et notamment l'empreinte carbone. Sinon, on a nécessairement un problème d'acceptabilité sociale, parce que la transition est pensée comme quelque chose qui est complètement indépendant des questions de justice sociale. Et c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils ont dit, mais pourquoi c'est nous qui payons la taxe carbone? Il faut quand même savoir qu'à raison du mode de vie, les 1% les plus riches en France, ils polluent 13 fois plus que les 50% les plus modestes de la population. Donc évidemment, vous ne pouvez pas demander les mêmes efforts à tout le monde, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça dépolitise du coup la question. Et quand on dépolitise une question, on la rend petit à petit aveugle en quelque sorte et complètement impuissante dans le jeu des rapports de force sociaux, culturels et politiques. Il y a aussi, si on parle vraiment de politique en tant que telle, l'écologie, comme beaucoup d'autres enjeux, ça a été beaucoup présenté comme un objet apolitique, ni de droite ni de gauche. C'est un objet technique. On fait de l'écologie parce qu'on doit faire de l'écologie. Est-ce que pour vous, l'écologie peut nier le rapport de classe? On a déjà compris que non, mais
est-ce que d'une certaine manière, on peut être de droite et écolo? Absolument pas. Je veux dire, à la source du ravage écologique actuellement, il y a le capitalisme, c'est-à-dire la manière dont on accumule de la valeur et des biens et des services. Et donc là, on a un modèle qui repose nécessairement sur une forme de croissance, sur une forme d'anarchie dans la production, sur une forme de valorisation à outrance de la valeur d'échange au détriment de la valeur d'usage, donc sur la multiplication des besoins artificiels, sur l'exacerbation des antagonismes de classe au sein de la société, qui nous empêche d'avoir une vision commune et collective des efforts à fournir. Donc la première chose à faire, la condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante, c'est de sortir du capitalisme. Et donc, si on nie cette dimension, évidemment, ce qui est le cas de la droite, évidemment, on propose du greenwashing, fondamentalement. C'est du vent, on va juste verdir le discours de la marchandise, tout en légitimant précisément un ordre marchand qui aujourd'hui détruit la planète. Donc ça, c'est pas possible. Et le problème, c'est que les écologistes ont quand même une grave responsabilité dans cette espèce d'indétermination du référentiel et du signifiant écologique. Ça a commencé typiquement, on peut parler d'Antoine Wechter, il y a quand même tout un moment où quand le parti écolo français et les partis écologistes européens se sont créés dans la foulée des ONG, justement, dans les années 80, disons, ils sont prétendus un petit peu ni droite ni gauche, parce qu'ils étaient à distance du mouvement ouvrier, des rouges et tout ça. Eux, ils étaient les verts, donc ils étaient un peu au-dessus de ça. Il y a quand même eu un moment particulier qui était le Grenelle de l'environnement en 2007, qui a été susurré à l'oreille de Sarkozy par un écolo, et où on retrouvait Yannick Jadot, qui était directeur des programmes de Greenpeace France à l'époque. On retrouvait des gens comme Nicolas Hulot, évidemment, ou comment il s'appelle, Arnaud Gossement, qui était directeur de la FNE, France Nature Environnement, qui ont soutenu, qui ont participé activement à une espèce d'événement folklorique initié par Nicolas Sarkozy en donnant l'illusion à la population que oui, c'était la droite dure, parce que Nicolas Sarkozy, c'est pas la droite sociale, qui allait initier un virage écologique et donc s'en prendre et réguler à minima les forces productives et donc commencer à tailler dans la rentabilité du capital, ce qui était une grossièreté intellectuelle et une fraude politique de première grandeur. Et ça, c'est quand même le fruit de la stratégie opportuniste des écolos légitimes, entre guillemets. Donc ça a commencé là, et puis ça s'est poursuivi. Je veux dire, sous François Hollande, qui était un gouvernement néolibéral, en fait, donc il y avait peu de choses à voir avec la question écologique, ou avec un quelconque collectivisme environnemental. On a eu Cécile Duflot, on a eu Emma Cosse, qui défendait la première réforme des retraites, la réforme Touraine à l'époque, Jean-Vincent Placé, Pascal Canfin. On les a eus sous Macron, ensuite. On a Nicolas Hulot, qui est devenu ministre d'État, évidemment. Ensuite, on a eu François de Rugy, on a eu Barbara Pompili, on a eu Pascal Canfin, qui est passé par l'EEF entre-temps et qui est ensuite devenu le chef de file d'Emmanuel Macron au niveau européen. On a eu Yann Verling, par exemple, qui est devenu ambassadeur à l'environnement. Aujourd'hui, on a Augustin Augier, qui est l'ancien bras droit de Marine Tondelier, qui a été nommé au SGP, au secrétaire général de la planification écologique. Donc voilà, tout ça, ça contribue à faire de l'écologie un signifiant vide et à brouiller en fait complètement les rapports de force démocratiques, à brouiller la lecture des clivages qui structurent la discussion démocratique. Et c'est ce que fait par exemple Marine Tondelier. Marine Tondelier, quand on lui demande quelle écologie vous défendez, elle dit l'écologie, c'est l'écologie. Et moi, c'était par exemple, elle le répète souvent, mais c'était typiquement dans un entretien à l'UMA qu'elle a donné l'année dernière. Moi, l'écologie, c'est l'écologie, et ceux qui veulent donner des adjectifs, mettre des épithètes à l'écologie, c'est pour nous diviser, pour nous affaiblir et tout. Ça ne lui vient pas à l'esprit que non, c'est pour préciser justement le projet écologique et le rendre irrécupérable par des adversaires. Et donc, elle contribue à la fois à faire de l'écologie un référentiel tautologique, quelque chose de circulaire, et à transformer cette langue politique en langue morte, en quelque sorte. C'est-à-dire que Europe Écologie Les Verts
pour vous, aujourd'hui, c'est pas un parti qui est réellement écologique? Non, parce qu'aujourd'hui, la question écologique, elle nécessite une démarche révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il faut inverser les hiérarchies sociales, sortir du mode de production capitaliste, et donc refonder à la fois l'infrastructure et la superstructure, en quelque sorte. Et donc, les écologistes, bon, déjà, c'est un parti qui est composé plutôt par des CSP+, hein, ça, c'est très clair, mais qui surtout arrive en soutien en permanence, par des voies directes ou indirectes, du continuum libéral autoritaire. Ça se passe, bon, je l'ai dit, par la participation à différents gouvernements néolibéraux. Ça se passe aussi par cette tendance qu'ils ont à monnayer une capacité de nuisance vis-à-vis de la gauche de rupture. Et donc typiquement la France insoumise, qui est aujourd'hui en position d'hégémonie dans ce spectre-là. Ils vont participer quand même régulièrement à la diabolisation de la France insoumise, qui ont récupéré les ballons qui sont jetés, y compris par la droite et l'extrême droite, contre la France insoumise. Là, je voyais Marine Tondelier qui commentait un sondage de l'IFOP, qui est quand même une officine qui est très orientée, qui se trompe très régulièrement à dessein sur Jean-Luc Mélenchon, qui expliquait que face à Bardella, elle avait strictement aucune chance au deuxième tour. Et elle reprend ça pour expliquer que voilà, c'est un mauvais candidat de deuxième tour, donc c'est pas le bon candidat à la présidentielle. Voilà, sans capter que peut-être pour discuter du deuxième tour, il faut d'abord arriver au deuxième tour. Donc il faut déjà gagner à se qualifier à l'occasion du premier tour. Et jusqu'à présent, Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas loin. En tout cas, il était bien devant tous les autres candidats, y compris Yannick Jadot en 2022. Elle ne comprend pas que déjà, si tu gagnes le premier tour, déjà, c'est plus le même rapport de force dans le pays, même si tu perds le second tour. C'est plus la même ambiance politique générale. Et notamment, il y a des législatives derrière. Donc, c'est pas rien, en fait, de gagner ou de perdre au premier tour. Et elle ne comprend pas non plus qu'en fait, le paysage change radicalement et que peut-être il n'y a pas 50% des Français qui sont pris à voter pour l'extrême droite au deuxième tour. Et moi, je suis convaincu qu'il y a une majorité possible à gauche dans cette configuration. Et surtout, elle reprend les armes de la classe dominante. Bon. C'est aussi la manière dont ils vont défendre en fait la Ve République en permanence et l'État bourgeois. C'est-à-dire que souvent ils viennent en soutien des pôles coercitifs de l'État bourgeois et notamment par exemple de la police. Où Yannick Jadot il manifestait avec les forces de l'ordre devant l'Assemblée nationale en 2021. Et Marine Tondelier a déposé des gerbes de fleurs au pied des forces de l'ordre pendant les manifs contre les retraites, alors qu'il y avait une répression féroce qui s'abattait sur les manifestants. Ça va être la manière aussi dont ils vont jouer le jeu de la stabilité, c'est-à-dire la stabilité bourgeoise en l'occurrence. Ou par exemple, alors que Emmanuel Macron était en échec dans ses propres institutions suite à la défaite de François Bayrou, qui a été défait par une motion de censure, où là il y a un pouvoir politique en crise, qui était d'ailleurs un pouvoir légitime parce qu'ils n'ont pas respecté le résultat des élections en 2024. Bon, au lieu de demander sa démission, ce qui était le seul bras de fer à jouer, ils ont commencé à les grenouiller à l'Élysée, à Matignon, à expliquer que voilà, des compromis étaient possibles. Il y a des gens comme Cécile Duflot, par exemple la directrice d'Oxfam, qui nous expliquait qu'il fallait faire des majorités avec les macronistes au centre, sans la France insoumise, sans la gauche de rupture. C'est le fait d'être allé encore discuter, palabrer avec Sébastien Lecornu, à donner l'illusion aux Français. Bref, à chaque fois, ils redonnent de l'oxygène en fait, au pouvoir. Là, ils continuent d'aller dans les ministères, faire du plaidoyer pendant la négociation du budget. Ils ont voté la partie recette du budget de la sécurité sociale. Ils ont voté le projet de loi de finances de fin de gestion du budget de l'année. Ils ne savent pas trop s'ils vont censurer ou pas, voter ou pas le budget qui est en cours. Donc en fait, ils ne jouent pas le jeu du bras de fer frontal avec un exécutif qui a fait la démonstration de son incure écologique. Enfin, je veux dire, ça fait combien de temps là? Ça fait 7 ans à peu près. Voilà, on sait qu'Emmanuel Macron, c'est un ennemi de l'écologie. Et d'autre part, ils maintiennent un pouvoir qui est complètement illégitime en place, avec un changement d'alliance où ils sont quand même beaucoup plus alliés vis-à-vis des socialistes et de la Macronie aujourd'hui que vis-à-vis de la gauche de rupture. C'est ça, c'est aussi des leçons de morale sur
sur par exemple les appels au calme dès qu'il se passe quelque chose dans les banlieues, sur le fait d'infantiliser un peu le flanc radical, comme les soulèvements de la terre, hein, quand on leur demande voilà, est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qu'est-ce que vous pensez en fait des méthodes d'action directes qui sont défendues dans cet espace-là, on leur dit, ils répondent ah oui, mais voilà, quand on est jeune et qu'on voit l'état des choses, on a envie de hurler, c'est normal. Voilà, comme si c'était des enfants immatures. C'est juste des gens qui sont conséquents sur le plan de la pratique politique. Donc c'est ce genre de choses. Et c'est aussi le biais atlantiste assez naïf, hein, où il y a quand même eu un tournant militariste assez hallucinant hein, quand même des Verts, qui étaient plutôt des pacifistes à l'origine, et qui aujourd'hui sont complètement versés dans une défense de l'OTAN, qui ont plaidé pour la hausse des dépenses, enfin du budget du ministère des Armées, qui était plus à droite même sur cette question-là, à la limite, que le Premier ministre à l'époque. C'est déjà un ministère c'est déjà le ministère le plus riche de France de loin, hein, avec l'éducation nationale. Bon. Donc en fait, voilà, ils ont une position qui est assez réactionnaire et qui est anti-révolutionnaire sur beaucoup d'aspects, qui en font plutôt un supplétif aujourd'hui de la classe dominante, qui est un réel vecteur de changement historique. Tout ce que vous décrivez, c'est aussi un peu le mouvement de verdissement du capitalisme par l'écologie, dont vous parlez dans votre livre, dans votre ouvrage. Il y en a qui parlent de finances durables, de transition écologique, et pas de révolution ou encore de progrès technologiques qui vont nous donner les solutions. Comment on caractérise un peu ces mots magiques qui vont, si on écoute les personnes je vais refaire. Comment on caractérise ces mots, ou plutôt ces inventions qui pourraient sauver l'humanité rien qu'avec des progrès technologiques et économiques? C'est du greenwashing, criminel hein, à mon sens, parce que ça nous fait perdre un temps précieux. Mais la finance durable, ça n'existe pas. Il suffit de regarder, il y a d'ailleurs une littérature qui existe sur le sujet, hein, des gens qui étaient un peu dans ces milieux-là et qui ont constaté qu'en fait, vous ne pouvez pas créer de la valeur capitaliste d'un côté et essayer de préserver le sous-jacent matériel de cette valeur capitaliste, c'est-à-dire les matières premières, les ressources naturelles, tout ça, ça n'existe pas. C'est une contradiction essentielle dans les termes. Je veux dire, le capitalisme, il repose sur l'exploitation de la nature, qui est ensuite actualisée dans la marchandise, dans la circulation des marchandises et tout ça. Donc quand vous faites de la finance, vous voulez accroître en fait le rythme de production et de circulation, de rotation des marchandises. Dans la marchandise, il y a des fragments de la biosphère en fait. Donc si vous continuez à jouer le jeu de cette pression continuelle pour accumuler du capital, de fait, vous contribuez à l'épuisement de la biosphère. Donc c'est complètement incompatible. Je veux dire, le capitalisme, c'est une règle de répartition de la valeur qui aujourd'hui, et de distribution économique qui aujourd'hui fonctionne sur la dégradation irréversible et exponentielle des écosystèmes. Donc ça n'a pas de sens. Et la transition, elle n'existe pas en fait. Hein. La transition, quand on regarde, par exemple, on prend les travaux de Jean-Baptiste Fressoz, ok, il y a plus d'électricité décarbonée aujourd'hui, il y a des énergies renouvelables. Mais parallèlement à ça, la production d'hydrocarbures, la consommation de bois même, ne cesse d'augmenter. Parce qu'aujourd'hui, toutes les sources, en fait, tout ce qui peut être valorisé, enfin, dans un système capitaliste, tout ce qui peut rendre un service quelconque, matériel, va être valorisé et donc va être exploité. Et donc c'est le cas des hydrocarbures. En fait, on n'a jamais consommé autant d'hydrocarbures aujourd'hui, alors que ça fait un demi-siècle qu'on parle de réchauffement climatique dans les instances internationales. Ça fait 30 ans qu'on fait des COP. Ça fait 10 ans qu'on a signé l'accord de Paris. Et les émissions de gaz à effet de serre augmentent plus rapidement que la décennie précédente. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus d'exploitations fossiles. Donc en fait, la hausse des énergies renouvelables, qui, dans la mesure où elle est stimulée surtout par le gisement de rentabilité qu'elle représente, ne se substitue pas du tout dans un régime capitaliste qui est fondé sur la croissance, ne se substitue pas aux sources d'énergie fossiles qui sont responsables du réchauffement climatique. Donc c'est un leurre complet en fait cette idée de transition. Il n'y a pas de transition d'une énergie à l'autre. Ce qu'il faudrait, c'est une rupture de modèle économique où on assèche en fait politiquement, à partir de décisions politiques, les sources du réchauffement climatique et on repositionne complètement
le système économique à l'intérieur des limites planétaires, et donc la manière dont les rapports de production fonctionnent en tant que tels. Donc vous mettez vraiment au cœur de votre analyse le rapport de classe. Est-ce que ça veut dire que pour une révolution écologique, il faut une révolution prolétarienne? Bah absolument, ouais. L'avenir de l'écologie, c'est pas l'environnementalisme, hein, c'est la lutte des classes. Et donc aujourd'hui, il faut que les classes populaires prennent le pouvoir, il faut qu'on socialise l'économie, il faut qu'on parvienne à un État qui soit collectiviste et pas capitaliste. Et qui aujourd'hui peut incarner cette lutte des classes et vraiment une écologie qui soit vraiment de la société et qui transforme les modèles de production capitalistes aujourd'hui? Alors très concrètement, il y a plein de collectifs militants sur le terrain, des réseaux de solidarité, des gens qui luttent contre des grands projets inutiles. Il y a tout ce que fait les soulèvements de la Terre. Et donc j'invite toutes les personnes qui s'intéressent à l'écologie à rejoindre les rangs des soulèvements de la Terre, qui posent la conflictualité au bon niveau. Ça passe aussi par les syndicats, très clairement, hein, qui sont au cœur de l'appareil de production, qui sont au cœur de la lutte des classes, qui sont en contact direct avec les décisions du capital, qui sont exploités de manière assez similaire avec la nature, avec la biosphère, et qui ont les capacités, s'ils s'organisent, de bloquer le système, par la grève générale notamment. Donc les syndicats révolutionnaires ont un rôle important à jouer. Et sur le plan plus politique stricto sensu, toute la gauche de rupture. Hein. La France Insoumise est un point d'appui majeur, mais c'est aussi le cas du NPA, ou c'est aussi le cas de révolutions permanentes. Donc il y a plein d'endroits aujourd'hui pour militer très concrètement de manière positive afin de faire advenir une rupture écologique au sein du système. Et sur l'aspect politique, il y en a beaucoup qui disent qu'une fois qu'un parti va arriver au pouvoir, que ce soit un parti de gauche de rupture ou autre, il est soumis au système international, interdépendant, avec des accords qui engagent la France sur plusieurs années. Est-ce que pour vous, c'est possible de porter une écologie de rupture une fois qu'on a le pouvoir, une fois qu'on dépend de tout ce système mondialisé? Je pense que c'est possible, ouais. Le système mondialisé dépend de décisions politiques qui sont assises sur une hégémonie culturelle et sociale, donc c'est ça qu'il faut travailler, et sur des moyens coercitifs. Et aujourd'hui, on a besoin des moyens coercitifs de l'État, notamment pour mettre au pas le capital. Et donc l'État, pour moi, ça reste une réalité opérationnelle qui est absolument centrale et qu'il faut peut-être démanteler, mais en tout cas, il faut s'en saisir dans un premier temps si on veut faire advenir une société écologique, c'est-à-dire une société collectiviste. C'est-à-dire que la France, seule, avec un dirigeant de gauche de rupture écologique, il peut porter à lui seul une révolution écologique? La France seule, il y a plein d'États qui ont intérêt, notamment les États qui sont sur le front du réchauffement climatique, qui sont les États, ce qu'on appelle du Global Sud, qui ont intérêt à ce que des puissances mondiales mènent une politique différente, entraînent un paradigme géopolitique alternatif. Voilà, il faut qu'il y ait des États qui plongent en quelque sorte dans l'altermondialisme. Et aujourd'hui, ce que défendrait un pouvoir écologique, c'est quand même quelque chose qui intéresse un certain nombre de populations et un certain nombre d'États par ailleurs. Donc je ne pense pas qu'ils seraient isolés. Après, évidemment, ça nécessitera des rapports de force vis-à-vis d'autres puissances de calibre mondial. Mais ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que parmi ces États puissants, riches, on est des formations qui s'emparent des leviers de pouvoir et qui transforment l'ordre des choses radicalement. Ouais. Et enfin, il y a un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est celui de l'éco-anxiété, qui touche notamment les jeunes. Pour vous, c'est quoi? Comment on lutte contre ce phénomène? Et quelle serait la première étape pour un jeune qui voudrait s'engager dans la lutte écologique? Qu'est-ce qu'il devrait faire très concrètement pour se sentir utile? Pour moi, l'éco-anxiété, c'est vraiment un affect inutile et un peu superficiel. Il faut plutôt travailler une mentalité révolutionnaire. Donc voilà, moi, le meilleur palliatif à l'anxiété, c'est de s'engager, de prendre en main les choses et de participer à des collectifs et à des causes qui nous dépassent. En tout cas, c'est passer à l'action. Il faut passer à l'action et pas se morfondre dans la contemplation des choses. Quand on agit et quand on obéit à une forme de sens moral, ou en tout cas comment dire,
Le devoir moral, ouais, ou le sens du devoir accompli, ça permet de soigner bien des choses. Mais en tout cas, il faut passer à l'action et pas rester, isolé, à se morfondre dans son coin. D'accord. Bah, merci beaucoup Clément Sénéchal Avec pour, plaisir. pour cette interview. Si vous avez un dernier mot à ajouter. Engagez-vous et essayez de faire en sorte que votre existence contribue à la révolution. Merci beaucoup. Avec plaisir.